Bonjour et bienvenue à ce deuxième Webifé organisé par l'association Famille, Enfance, Éducation Populaire. Donc moi, je suis Lucie Jean-Jean, la coordinatrice et responsable pédagogique de l'organisme de formation. Et je vais laisser la main à Sandy pour qu'elle se présente. Et bonjour, du coup je m'appelle Sandy Gendron et on va pouvoir vous présenter ce Webifé, ce deuxième Webifé, et je vais du coup ouvrir un document. Je vais partager un diaporama pour que vous ayez toutes les informations de visu. Normalement ça devrait arriver. Hop, vous devriez avoir... Voilà, je crois que c'est bon. Est-ce que tu peux me confirmer, Lucie, si c'est bon pour toi? Oui, super, parfait, merci. Donc, comme je vous le disais, Je t'en l'organisme de prie. formation de l'association Famille, Enfance, Éducation Populaire, donc l'association FEE. La FEE, c'est à la fois le festival de la petite enfance Pau Béarn. Donc, cette année, nous organisons le 36e festival de la petite enfance, donc au mois d'octobre 2026. C'est 4 jours de festival qui regroupent des associations et des partenaires autour de la petite enfance, donc à destination des familles, mais aussi des professionnels de la petite enfance et de la périnatalité. Et l'association FEE, c'est aussi un organisme de formation qui est certifié donc CAIOPI depuis 2021 et qui propose donc des formations pour les professionnels de la petite enfance et de la périnatalité et des formations aussi à destination des particuliers. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on vous propose aujourd'hui ce deuxième Webifé, donc un webinaire organisé par Sandy Gendron qui va du coup se présenter. Merci beaucoup, Lucie. Du coup, je prends la main et je continue. Voilà, alors je me présente, je vais prendre un petit temps pour vous parler un petit peu de moi. Donc je suis Gendron Sandy, je suis éducatrice de jeunes enfants et je fais des formations, je réalise des formations à la FEE depuis maintenant presque 6 ans. Sur une thématique qui est très importante pour moi aujourd'hui, qui est la nécessité de nature pour le jeune enfant. Et donc j'ai préparé ce Webifé. Là, avec différentes choses que là, je vais vous évoquer tout de suite après. Je vous ai mis un petit déroulé de ce webinaire-là. Moi, je suis à l'origine de la région parisienne. J'arrive de Paris, là, je suis ici depuis 7-8 ans. Et j'ai un parcours un peu particulier. J'ai été éducatrice de jeunes enfants pendant presque une dizaine d'années sur les crèches parisiennes. Et puis, j'ai souhaité me réorienter vers de l'éducation à l'environnement parce que j'ai éprouvé, on appelle ça le syndrome de manque de nature, une période de ma vie où j'ai eu vraiment besoin de me reconnecter moi à la nature. Et donc, je me suis formée pour être éducatrice à l'environnement. Et suite à cette formation, j'ai monté ma structure et j'ai monté mon statut d'indépendant. Et voilà, donc je propose maintenant des formations avec la FEE sur cette question de la nécessité de nature pour le jeune enfant. Alors, comment va se passer ce webinaire? Je vous fais un petit peu l'état de ce webinaire. Donc, on va poser en premier ensemble ce qui pour moi était, on va dire, une des problématiques que j'ai rencontrées le plus souvent lorsque j'ai été vous rencontrer justement les professionnels petite enfance et aussi toutes les crèches, les relais et aussi certains parents. J'ai relevé une problématique, il n'y en a pas qu'une, hein, mais je vais en partager une avec vous. Et puis, à cette problématique, je vous partagerai aussi la théorie des petits pas, qui est une théorie que moi j'aborde avec les équipes et que je vais vous partager sur ce Webifé. À la suite de ça, on passera plutôt sur une petite découverte de 5 plantes qui, selon moi, sont très intéressantes à découvrir en ville, mais pas qu'en ville.
et je vous expliquerai pourquoi. Et puis, on ira sur la colle nature. Alors, la colle nature, c'est un outil, ou enfin, en tout cas, une recette que j'utilise beaucoup lorsque je suis en nature avec les enfants. Et ça aussi, du coup, je vous expliquerai pourquoi. Pour préparer ce webinaire, on a reçu pas mal de questions de votre côté. Nous, on a une vingtaine de questions auxquelles je ne vais pas pouvoir répondre, moi, sur ce webinaire-là. J'ai fait le choix de 2 questions que vous m'avez posées, qui reviennent aussi régulièrement sur les formations. Et je prendrai le temps de répondre à ces 2 questions-là. Et puis, on terminera sur un petit mot de la fin, et on parlera de la formation qu'on propose ici à la FEE sur cette nécessité de nature pour le jeune enfant. Alors, du coup, quelle est cette problématique que je vais vous partager ? Comment mobiliser les forces vives pour amener les tout-petits dehors régulièrement lorsque le rythme, l'organisation en structure ou à la maison est compliquée? Donc, c'est une problématique que moi j'ouvre autant sur les professionnels petite enfance que une problématique qui m'a été aussi partagée par les familles. Parce qu'on sent que l'envie est là, l'engagement est là, et que pour autant, parfois, ça peut être compliqué. On a des plannings qui sont chargés, on a le rythme de la vie qui s'accélère assez régulièrement, et puis lorsqu'on est en structure petite enfance, eh bien, les priorités vont être parfois sur la qualité du lien autour du change, de la nourriture, de l'éveil du jeune enfant, et pas toujours de cette idée d'aller régulièrement dehors. Donc là, ce que je voudrais voir avec vous, c'est comment on peut mobiliser ces forces vives. Alors, avant de répondre à cette question, je vais vous partager un des principes qui est important selon moi, qui est le principe numéro 6, que peut-être certains et certaines d'entre vous connaissent, et qui fait partie de la Charte nationale de l'accueil du jeune enfant. Ce principe-là est, pour moi, en tout cas, un moyen vraiment de poursuivre l'élan qu'on peut avoir quand on met en place des projets en lien avec la nature et le jeune enfant. C'est ce principe-là qui vient nous soutenir, qui vient vraiment donner du coup de la valeur à tout ce qu'on va pouvoir mettre en lien sur ce projet-là. Et ce principe, c'est le contact réel avec la nature qui est essentiel au développement du jeune enfant. Du coup, ce principe-là est donc dans la Charte nationale qui a été inspirée qui est dans l'arrêté du 23 septembre 2021. Et je voulais juste vous partager une partie de cet arrêté-là qui va plus loin que le principe même. Et je vous le partage. Il est dit que, donc lecture d'un des passages de cet arrêté, le jeune enfant prend connaissance du monde par sa sensibilité. La sensibilisation des enfants à la richesse et à la beauté de leur environnement naturel commence très tôt. Le contact avec les minéraux, les végétaux et les animaux est indispensable à leur épanouissement. Accompagner leur exploration et leur observation, leur sensation des phénomènes naturels, des rythmes et des saisons les aide à les construire en conscience du temps, de l'espace et du vivant dans sa globalité. Alors justement, moi, j'utilise vraiment beaucoup ce principe-là pour aller avancer sur les projets. Et donc, je vous partage une des théories que j'ai réfléchi moi de mon côté, qui s'appelle la théorie des petits pas, et du coup, comment mettre en place en structure ou même à la maison ce principe numéro 6. La théorie des petits pas. Alors, c'est une démarche qui, moi, est assez importante lorsque j'interviens en structure, parce que je pars du principe que vous avez déjà, vous, dans vos structures, une richesse et comme je disais, des forces vives qui sont déjà présentes. Et là, l'idée, c'est déjà, en tout cas pour moi, de venir questionner le pourquoi.
pourquoi on a envie de mettre en place ce projet de nature en structure ou même à la maison. De nommer vraiment les raisons et les objectifs de ce qui pourrait être un projet et d'inventarier tout ce qui est présent dans les structures, que ce soit le temps, quel temps on est aujourd'hui à même de pouvoir donner à ce projet, combien de personnes vous êtes sur ce projet-là, en mesure de pouvoir accompagner les enfants, de faire vraiment un état même du matériel, d'inventarier vraiment tout ce que vous avez pour pouvoir commencer à avancer petit pas par petit pas. Et donc pour moi, c'est vraiment une démarche que je dis à réaliser en équipe et de pouvoir avancer tous ensemble et toutes ensemble sur ce projet-là. Et donc le deuxième point dans cette théorie des petits pas, c'est qu'une fois qu'on a fait l'inventaire de tout ce qu'on a nous sur les structures, eh bien on va organiser une action, une toute petite action. Une action qui serait simple à mettre en place, tout comme on pourrait simplement aller observer des petites bêtes dans le jardin, juste une action comme celle-ci, ou aller tout simplement dehors alors qu'il ne fait pas très très beau. Juste poser les pieds à l'extérieur d'une structure et être déjà dans une démarche d'action. Et ça, c'est vraiment une chose que j'invite à faire, même si ça paraît très très simple, c'est de le poser. Et puis, d'en parler après en équipe. Comment vous avez vécu cette action ? Comment les enfants ont vécu cette action? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce que vous avez observé des choses qui sont à valoriser? Est-ce que voilà. Donc vous discutez de cette première action, aussi petite soit-elle, et puis après, hop, vous repartez soit sur un réajustement de l'action, vous pouvez reprendre exactement la même action, ou alors vous inventez ou vous préparez une autre action tout aussi simple, que l'on va aussi re-questionner par la suite. Ces actions-là, petit à petit, vont faire qu'à un moment donné, ça va prendre de plus en plus de place au sein des projets que vous allez pouvoir mettre en place. Donc là, pour le moment, on n'est pas encore sur un projet, on est vraiment sur du tâtonnement. Tout comme le tout petit va tâtonner quand il va être à l'extérieur, moi, je vous invite vraiment à être dans cette théorie des tout petits pas. Et puis après, c'est cette notion numéro 5 que moi j'appelle, que je dis où on fiabilise, c'est là où on engage vraiment le projet et où, à partir de ce qu'on a vécu, la question du pourquoi, l'inventaire, les petites actions, le fait d'en discuter, à partir de là, on met en place un projet où soit on va se former, soit on va s'engager sur un trimestre, soit on va s'engager sur un semestre, soit on va s'engager sur une année, mais on va essayer de voir à partir de ce qu'on a vécu comment on l'organise sous forme de projet pour permettre la régularité. Parce que c'est là où tout se joue avec l'enfant, c'est la régularité. C'est comment faire pour qu'on puisse permettre aux enfants d'aller régulièrement dehors. Comment travailler sur les éventuelles limites qu'on a, que ce soit sur les limites de temps, que ce soit sur les limites organisationnelles, que ce soit sur les limites de nos capacités, de nos forces vives, que ce soit sur toutes ces limites-là. Et comment faire pour régulariser. Et là, ce qui est important à mon sens, c'est vraiment d'aller sur quelque chose d'assez humble et de se dire, ben voilà, on va aller mettre cette régularité, peut-être même une fois par mois, une fois, voilà, de manière régulière, mais vraiment avec ce qu'on a aujourd'hui sous la main et de manière très simple. Pour moi, c'est vraiment très important. Et du coup, pour pouvoir faire du lien avec la suite, je souhaiterais vous partager un des supports que j'utilise beaucoup, moi, pour commencer ces toutes premières actions.
C'est évidemment le vivant et ce sont les plantes. Les plantes que je vous partage juste maintenant. Donc j'en ai choisi 5, ça n'a pas été évident. Et je pense que c'est vraiment, on va dire, le support idéal pour commencer à aller, à se rapprocher du vivant avec les tout petits. Voilà, donc là, on en a 5. Sans doute que vous les connaissez déjà. Et elles paraissent, entre guillemets, assez banales, même si j'aime pas trop ce terme-là. Mais c'est des plantes où vous allez pouvoir, où les enfants vont en tout cas pouvoir s'amuser, jouer avec, où vous allez pouvoir éventuellement les imaginer pour les boire, les manger et pourquoi pas pour aussi les utiliser pour prendre soin. Alors, parmi elles, je vais essayer de faire assez simplement, mais rapidement hein, sur ces 5 plantes-là. Je commence par le pissenlit. Alors, le pissenlit, il est accessible partout, dans les jardins, en ville. On le voit beaucoup en ce moment sous forme de graines. Ils sont en ce moment en graines. Mais vous les avez vus sans doute le mois dernier en fleurs. Et le pissenlit, c'est pour moi autant une plante pour jouer, parce que effectivement, là, je peux pas vous le montrer, mais avec la tige, on peut imaginer un sifflet. C'est beaucoup utilisé d'ailleurs. Je sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez petit, mais on l'utilise pour siffler. Le pissenlit, moi, je l'utilise beaucoup aussi pour m'amuser avec les enfants lorsque j'utilise la fleur et à frotter sur du drap. C'est très efficace, donc ça a la couleur jaune évidemment. Et on peut évidemment l'utiliser aussi pour le manger. Alors je dis évidemment, je ne sais pas si vous le savez, mais moi je l'utilise pour faire des cookies notamment, ou pour faire des infusions. Et donc en fait, voilà, on peut faire quand même beaucoup de choses avec le pissenlit. Et pour moi, le principal, c'est aussi qu'au travers de sa physionomie, si on peut dire ça comme ça, on peut vraiment parler aux enfants de la graine à la fleur. Donc un support aussi, entre guillemets, pédagogique et éducatif. Il regroupe vraiment tous les aspects de ce qu'on peut retrouver dans notre rapport au vivant. Voilà pour le pissenlit. Je passe au coquelicot. Le coquelicot. Alors, que dire du coquelicot? Évidemment, la couleur rouge, c'est une des couleurs qu'apprécient beaucoup les pollinisateurs, comme le violet avec la lavande, hein, mais le rouge, c'est vraiment, on va dire, une des 3 couleurs qui est au bénéfice des pollinisateurs. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un sujet qu'on peut évoquer auprès des enfants, donc l'importance des papillons et des abeilles notamment. Et donc, le coquelicot, moi, je l'aime beaucoup parce que je l'utilise avec tout ce qui a trait au côté éphémère du coquelicot et aussi à sa simplicité. Il a des pétales très délicates que je nomme souvent avec les enfants comme des ailes de chauve-souris. Et on peut parler de délicatesse et aussi de fragilité avec le coquelicot. Ça peut être un support très intéressant à utiliser pour créer des histoires avec les enfants. Et puis aussi, voilà, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais le coquelicot, c'est aussi une plante pour traiter les toux des enfants. Elle était utilisée il y a très longtemps pour les guérir de certaines toux persistantes sous forme d'infusion. Et puis aussi pour les pétales, les utiliser comme des petites sucrines. Et voilà, je vous laisse le soin pour chacune d'entre elles, évidemment. La liste est très très longue et je peux pas tout vous raconter sur toutes les plantes. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas, j'ai mis une bibliographie à la fin. Vous allez pouvoir aller chercher quelques infos. Je passe directement au plantain. Le plantain, alors, je pense que si vous êtes ici, peut-être que vous connaissez un petit peu l'histoire du plantain. Le plantain, c'est une plante qu'on utilisait beaucoup pour sa capacité, du coup, à
à soulager les piqûres d'insectes notamment et les piqûres d'ortie aussi. On utilise principalement la feuille pour ça, donc on le frotte sur la piqûre et ça soulage drôlement bien. Le plantain peut aussi s'utiliser au niveau de la graine et surtout du fruit. Le fruit peut être utilisé dans les salades. C'est très très bon, c'est un petit goût de champignon. Et puis aussi, on peut jouer avec le plantain. Alors là, je peux pas non plus vous le montrer, mais on peut l'utiliser comme une catapulte et ça peut être super chouette à voir avec les enfants. Voilà, je continue avec la lavande. La lavande, eh ben, là, pour les enfants, c'est une odeur qui peut peut-être leur parler déjà davantage parce que c'est évidemment une huile essentielle qu'on utilise beaucoup auprès des enfants, alors pour soulager, pour aussi, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais moi je l'utilise dans les solutions pour anticiper tout ce qui est poux, etc. Et donc dans le prendre soin, moi ce que j'utilise dans la lavande, c'est vraiment l'odeur avec les enfants qu'on frotte tout simplement entre les doigts. Et évidemment, donc voilà, je le disais tout à l'heure, la couleur violette, c'est une des couleurs préférées des pollinisateurs, donc ça aussi on peut en parler. Et puis, utiliser avec parcimonie j'insiste, vous pouvez les mettre aussi dans les salades, c'est très très bon. Ça donne un petit goût et évidemment, après, on peut l'imaginer sous plein d'autres formes. Et je termine par le gaillet-gratteron. Alors, peut-être que certains d'entre vous le détestent. Et moi, quand j'ai mon chien, effectivement, je l'apprécie pas tellement parce qu'il y a des petites sur le gaillet-gratteron, il y a des petites graines qui font office d'un peu de scratch et ça se colle un peu partout et notamment sur les poils des animaux et c'est pas facile à retirer. Et autant ça a son inconvénient, autant du coup ça a son avantage. Moi, je l'utilise comme des petits pins avec les enfants ou sous forme de couronne aussi sur la tête. Et donc, le gaillet-gratteron, on peut aussi l'utiliser sous forme de gratin. C'est très, très bon. Donc, voilà, je voulais vous les présenter les 5 parce que c'est vraiment 5 plantes qu'on trouve assez facilement dans la nature et qu'on peut aussi imaginer replanter, mettre soit dans son jardin ou soit dans des petites plantations en intérieur. Et il y a il y a 3-4 couleurs qui sont importantes selon moi pour évoquer l'importance au niveau des pollinisateurs notamment. Voilà, je continue avec un autre tips, si on peut dire ça comme ça, que j'utilise aussi beaucoup avec les professionnels petite enfance, qui est la colle nature. Alors la colle nature, si parmi vous, il y en a que j'ai déjà rencontré, ce ne sera pas une nouveauté. Hein. C'est, comment dirais-je, une petite recette que je vous partage ici qui est très efficace, qui consiste tout simplement à mélanger de la farine avec de l'eau et d'essayer d'élaborer avec les enfants une pâte un peu de pancake. Pancake parce que un peu plus épaisse que la pâte à crêpes. Donc vous réalisez, là il n'y a pas vraiment de mesure, hein, mais vous le faites avec les enfants, il faut que ce soit un petit peu épais. Et puis après, vous pouvez aller l'utiliser sur tout support, nature et pas que, c'est-à-dire que ça fonctionne aussi sur du carton et du papier. Il n'y a aucun danger ni risque pour l'enfant, parce que c'est essentiellement de l'eau et de la farine. Et puis, ça se garde 48 heures au frigo. Parce qu'après, avec la farine, ça tourne. Donc, voilà. N'en faites pas une grande quantité. Ça ne sert pas forcément à grand-chose. Faites-le aussi directement avec les enfants. Et vous pouvez aussi ajouter des huiles essentielles pour l'odeur et des colorants naturels, comme par exemple du jus de betterave ou de l'épinard séché. Et ça prendra la couleur du colorant naturel que vous allez ajouter. Et puis, petit conseil, si jamais cette colle tombe sur les vêtements, n'hésitez pas à laver les vêtements assez rapidement parce que pour le coup, c'est très efficace. Et donc, ça colle très, très bien. Donc, voilà. Si jamais vous avez l'occasion de tester ça, n'hésitez pas à nous faire les retours. Hein, je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Voilà, je continue ce webinaire avec vos questions. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a eu une vingtaine de questions et j'ai choisi d'en traiter 2. La première,
En quoi amener les tout-petits dehors contribue à leur bon développement? C'est une question que vous nous avez soumise sous plein de manières différentes et sur lequel, du coup, nous, en formation, on la traite sur la partie théorique de la formation et qui a donc, sur lequel on passe un bon moment et qui bien souvent fait écho à votre expérience du terrain et à vos connaissances aussi. Donc je vous transmets donc un peu tout ce que moi je partage aux professionnels lorsque je suis en formation. Et donc j'ai essayé de résumer ça en une slide. Hop, voilà. En quoi la nécessité de nature pour le jeune enfant contribue à son bon développement. Donc, la première active les 5 sens. Moi, l'aspect sensoriel des bénéfices que peut avoir la nature pour le jeune enfant, c'est vraiment une des premières choses sur lesquelles, entre guillemets, j'insiste. C'est que l'enfant est un être sensoriel et la nature va y répondre à tous les niveaux des sens. Ce qui n'est pas toujours le cas quand il est à l'intérieur. À l'intérieur de la structure, j'entends, entre 4 murs, il va pouvoir évidemment avoir accès à différents de ses sens, à différents sens qu'il peut avoir, mais à l'extérieur, il a tout le matériel pour pouvoir avoir accès à ses sens. Et puis, le deuxième aspect sur lequel qu'on a vécu avec le Covid, sur lequel je reviens, mais bon, voilà, il n'y a pas trop de débat. Ça contribue à l'abaissement du stress, autant pour eux que pour nous. Lorsqu'on permet aux enfants d'aller en extérieur, il y a vraiment une libération et physique, moteur, et au niveau de leurs émotions qui se fait assez naturellement. Lorsqu'on ouvre les portes d'une crèche, évidemment, la première chose, c'est de courir peut-être, ou du moins d'aller se libérer un petit peu tout ce qu'on a. Et évidemment, notamment peut-être le stress ou toute autre émotion qui peut être un petit peu coincée à l'intérieur. Et donc, ça fait autant de bien aux enfants qu'à nous-mêmes. Donc ça, je sais pas si vous êtes au courant, mais aussi ça contribue à une hausse de l'augmentation de la concentration des enfants. Lorsqu'on leur permet d'aller régulièrement en nature, on observe qu'il y a 20% de plus de concentration de manière générale. On sait que les enfants ont, par nature, une concentration qui peut être qui est propre à leur développement de tout petit. Mais force est de croire que plus on les invite à aller en nature, plus cette concentration augmente. Le quatrième point, c'est la stimulation de l'imaginaire, évidemment. Alors moi qui suis conteuse aussi, je m'amuse, et je vous l'ai dit avec les plantes, je m'amuse beaucoup avec la nature pour aller développer avec eux toute une ribambelle de jeux, d'histoires, et en lien avec leur imaginaire, les insectes, voilà, tout ce qui est autour des couleurs peut vraiment aller stimuler l'imaginaire des enfants. Et c'est très intéressant à observer, et voilà. Et du coup, ça fait du lien avec la prochaine notion qui est autour des émotions positives. Ça vient cultiver la confiance, le plaisir, l'empathie, la joie. Alors peut-être que vous n'êtes pas tous d'accord là-dessus. En tout cas, moi, pour le temps qu'il fasse beau ou moins beau, quand je suis dehors, ça me donne beaucoup de joie d'être à l'extérieur. Et donc, j'imagine que pour les enfants, c'est pareil. On les voit en relation les uns avec les autres, peut-être davantage quand ils sont à l'extérieur ou pas. Et quand ils sont tout seuls dans leur petit coin à imaginer certains jeux ou à profiter de ce qu'ils peuvent observer, eh bien, effectivement, les émotions positives sont souvent à l'ordre du jour. L'avant-dernier point, c'est les facteurs, le fait que ça limite les facteurs liés à l'inactivité. Effectivement, on observe aujourd'hui que l'inactivité chez le jeune enfant, il y en a de plus en plus. Alors notamment, je ne vais pas tout mettre sur le dos des écrans, mais c'est vrai que quand on est à l'intérieur, eh bien, on est un peu limité dans notre corps, et on est un peu, on va dire, sujet aux bienfaits du confort.
Et donc, quand on est dehors, qu'il fasse beau ou moins beau, on est dans l'activité et moteur et cérébrale, et évidemment que tout ce qui est en lien aujourd'hui avec le surpoids ou la santé générale et globale de l'enfant, quand on va au contact de la nature, on a ces facteurs qui sont davantage limités. C'est ce qui est en tout cas observé. Et du coup, ça fait du lien avec les risques de myopie. Plus on est en contact avec la lumière naturelle, moins les risques de myopie sont conséquents. Alors ça, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais la lumière artificielle vient vraiment jouer son rôle. Donc, au niveau des écrans, ça c'est sûr, mais aussi au niveau de nos lumières, des lumières artificielles. Donc, plus on va aller en nature, moins on risque, moins les facteurs de risque de myopie sont importants. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à cette fameuse question parce que c'est vraiment une question qui est très très large. Mais au niveau des formations qu'on vous propose, on pourra davantage y revenir si jamais vous y participez. Je vous propose une deuxième question qui m'a été posée, enfin du moins d'essayer d'y répondre, et que vous m'avez posée, qui est comment amener la nature sur un balcon ou en intérieur, effectivement. Alors, cette deuxième question que je souhaitais vous partager, c'est la question du comment amener la nature sur un balcon en intérieur, et j'aurais même pu aller un tout petit peu plus loin lorsqu'il pleut, parce que cette question-là du temps est aussi, a aussi été posée. Et effectivement, comment ramener un petit peu plus de nature en intérieur. Alors, je vous partage des outils que moi j'utilise, qui peuvent être complètement, on va dire, adaptés aux structures et où il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que là, je vous en partage, mais finalement, pour aller encore plus loin que ce que je vais vous partager là. Donc, quand l'extérieur s'exporte en intérieur, alors je commence par les bâches. Les bâches, c'est un outil que j'utilise beaucoup et que j'ai toujours, lorsque je me déplace sur les structures, que j'ai toujours dans ma voiture. Parce qu'ils permettent aux enfants d'aller explorer certains éléments de nature de manière, on va dire, sans vraiment avoir de limite. C'est-à-dire que sur la bâche, c'est beaucoup plus large que sur des bacs. Et donc, c'est vrai que sur une bâche, moi, je vais pouvoir leur mettre un amas de terre ou tout un tas de feuilles ou voilà, des éléments de nature en lien avec la saison. Et du coup, j'allie les bâches avec les vrais ustensiles là qui sont juste en bas. Je les associe souvent ensemble pour que les enfants puissent utiliser de quoi tout simplement remplir, vider, transvaser et explorer et aller au contact de certains éléments de nature. Récemment, les assistantes maternelles ont d'ailleurs repris l'idée et mentionnaient le fait que c'était intéressant de pouvoir utiliser les bâches, mais peut-être avec un élément de nature à chaque fois, de ne pas mélanger par exemple la terre et les feuilles, pour que les enfants aillent au bout de l'exploration. Et je trouvais ça hyper pertinent, effectivement. Donc des vrais ustensiles, oui. Pourquoi? Tout simplement parce que les enfants apprécient qu'on leur donne des ustensiles qui ressemblent vraiment à ceux de la maison. Et d'éviter tout simplement ce qui est plastique parce que ça les responsabilise un petit peu aussi et puis de pouvoir utiliser, comme disait Maria Montessori, de vraies cuillères, alors pas de couteau évidemment, mais des vraies louches, des vrais supports qu'on pourrait nous-mêmes utiliser dans nos cuisines. Je vous invite à faire ça parce que c'est vraiment trop chouette. Je le fais beaucoup. Du coup, j'utilise ces ustensiles aussi avec les bacs qui sont juste en haut, que je pourrais résumer tout simplement lorsque je fais des parcours sensoriels en intérieur. J'utilise plusieurs bacs. Alors, j'achète des tiroirs qu'on pourrait appeler aussi tiroirs, des tiroirs en bois ou des tiroirs que vous pouvez trouver un peu partout, et je mets à l'intérieur ce qui concerne la nature, ce qui concerne la saison notamment. Et donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus restreint que les bâches. Donc, on va aller voir les enfants peut-être utiliser davantage leur motricité fine sur les bacs.
Comment ils vont peut-être y mettre les pieds, comment ils vont pouvoir aller d'un bac à l'autre. Et là, pour le coup, aller sur différents éléments de nature. Et les bacs, on peut aussi les utiliser pour faire pousser tout ce qu'on a envie de faire pousser. Donc, acheter des bacs, acheter des bâches pour déployer les sensations des enfants, utiliser les histoires en intérieur aussi pour aller développer l'imaginaire et le langage et les mots qui concernent leur rapport à la nature. Il y en a plein aux éditions les éditions de l'École des loisirs notamment. Moi, j'en ai toute une farandole que je pourrais vous partager aussi, qui sont vraiment très, très chouettes avec les enfants. Et je terminerai par les valises. Alors, les valises, c'est un support que j'utilise beaucoup aussi pour, on va dire, pour des choses un peu plus spécifiques. Et notamment une valise où à l'intérieur j'ai des éléments à encastrer et où je mets aussi des éléments de nature. Et donc je vais avoir ma valise à couleurs, ma valise d'automne, ma valise d'hiver, etc. Et je ressors les valises, donc en intérieur mais aussi en extérieur, pour aller là encore une fois pointer du doigt certaines, alors soit certaines sensations ou certaines thématiques en lien avec les saisons. Voilà, on est tous, quand on est en structure ou quand on est à la maison, on est tous un peu à l'affût de comment tout ranger. Et je trouve que les valises sont vraiment des outils hyper intéressants. J'ai noté juste en bas, engageant, qui demande là aussi un travail d'équipe. Exporter l'extérieur en intérieur, évidemment que ça se travaille aussi en équipe, parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Sur le nettoyage notamment, sur le rangement, sur tout ça. Et effectivement, improviser, ça peut être chouette, mais parfois pas forcément très bien vécu quand on est en équipe. Donc, je vous invite aussi à l'intégrer à cette notion des théories des petits pas, de comment on pourrait faire pour ensemble travailler autour de l'extérieur en intérieur. Voilà. Je pense avoir terminé sur ces deux questions. Donc, encore une fois, je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu tout traiter. Mais j'irai vous partager les mots de la fin. Ah, qu'est-ce que c'est que cette photo? Mais oui, cette photo-là, je l'ai mise à la fin, tout simplement parce que ça a été une des questions qui m'a été posée, notamment sur cette notion de sale et de propre. Je vous laisse juste regarder cette photo-là, moi qui me touche beaucoup. Et je vous la pose cette question, justement, qu'est-ce qui est important lorsqu'on est en nature pour l'enfant? Qu'est-ce qui est important? Réfléchissons ensemble sur cette question-là et puis je vous laisse sur le vrai mot de la fin, qui est la formation. Comment ça se passe en formation? Ici, à la FEE, on vous propose des formats qui sont sur 1 ou 2 jours, avec 50% théorique, 50% pratique, et qui sont faits vraiment sur mesure par rapport à ce que vous allez nous partager dans votre démarche de projet. Donc, vous savez, le numéro 5, une fois que vous avez testé pas mal de choses, que vous avez discuté en équipe du projet, que vous savez où vous allez, vous nous dites tout. Nous, on va aller travailler sur comment faire sur mesure par rapport à là où vous en êtes dans l'histoire de votre structure et où même ces formations-là peuvent même être partagées auprès des familles et auprès des parents. Et puis, suite à ça, nous, on vous envoie un lien avec toutes les ressources, que ce soit des ressources physiques ou des ressources à partager sur des bibliographies, etc. Et on revient vers vous avec une évaluation à froid sur comment ça se passe pour vous après 3 mois. Donc ça, c'est la formation qu'on vous propose sur la nécessité de la nature pour le jeune enfant. J'ai utilisé ces 4 livres notamment pour ce webinaire que j'apprécie beaucoup. Je vous laisse les regarder. Peut-être que vous en connaissez certains et que j'utilise moi beaucoup avec les professionnels petite enfance. Donc, on a cultivé la relation nature-enfant, enfant-nature, excusez-moi, de Anne-Louise Nem. Jouer avec la nature de Élise Mareuil et Osons la nature avec les jeunes enfants de Simone Nielsen et Jouer dehors avec le grand Jean Epstein. La prochaine formation sur 2 jours, elle aura lieu ici sur le site à Pau, les 15 et 16 octobre 2026. N'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, à aller sur le site de la FEE.
Moi, vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux au nom de Gendron Sandy au contact du vivant. Je partage tout ce qui concerne les formations nature et tout ce qui est en lien aussi avec le développement du jeune enfant en nature. Et je passe la main, du coup, à Lucie. Merci Sandy, merci pour ce contenu extrêmement riche. Effectivement, ça donne envie d'aller un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin. Alors, pour clôturer un petit peu ce webinaire, on va vous parler donc du prochain Webifé qui a lieu le mardi 2 juin 2026 de 13h à 13h45. On est toujours sur les mêmes créneaux. C'est le premier mardi de chaque mois de 13h à 13h45. Et ça sera donc Françoise Niquez qui est sur le thème de «J'apprends avec tous ses sens, tous mes sens». Vous retrouverez la possibilité d'inscription pour ce webinaire avec le QR code que vous retrouvez là sur la slide, mais aussi sur le site de la Fée, et vous recevrez aussi les informations par mail. Et donc, je voudrais vraiment, si tu peux mettre la prochaine slide, Sandy, s'il te plaît, et la dernière, vous remercier pour votre attention et pour votre participation. Là, vous retrouverez du coup le QR code qui vous amène directement vers le site de l'organisme de formation, nos informations, mais ne vous déconnectez pas parce que voilà, on est sur un webinaire un petit peu exceptionnel, comme vous avez pu voilà, le voir et recevoir par mail toutes les informations concernant le webinaire d'aujourd'hui. Et on va prendre quelques minutes avec Sandy qui va être en direct avec nous via WhatsApp. On s'adapte. Et pour répondre peut-être à quelques questions, comme je l'ai indiqué en début de webinaire. Donc, ne vous déconnectez pas. Je vais partager mon écran et du coup partager la visio avec Sandy en direct.